Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut chères personnes abonnées, bienvenue au 18e épisode spécial pour vous sur le podcast. Merci encore pour votre soutien. Aujourd'hui, je réponds à 4 questions que j'ai reçues il y a plusieurs mois. Donc la première question, la personne voulait rester anonyme, donc je vous la lis. Salut, j'écoute ton podcast en rafale en ce moment, j'aime beaucoup ce que tu fais dans mon entourage, je suis aussi la bébite qui tripe finance. Je possède 28 logements présentement, j'ai environ 250 000 emplacements. Je pourrais te partager mes connaissances en immobilier si ça t'intéresse. Je vends certains de mes immeubles dû à ma séparation avec la mère de ma fille. Avec le profit que je vais faire, je pourrais payer mon hypothèque au complet ou investir et garder l'hypothèque qui est en variable à 7 %. Il me dit, tu vois venir ma question avec les taux actuels, est-ce que je paye l'hypothèque immédiatement ou je place le montant en placement pour investir? J'ai dit « Salut, anonyme, merci pour ta proposition de conseil pour l'immobilier, mais c'est sur la glace pour l'instant. Je mets beaucoup de temps dans le podcast, alors ce qui me reste de dispo, c'est avec amis, famille et travail. Donc, je garde ça en tête si jamais mon intérêt renaît. » J'ai dit « Merci de m'écouter. Quand tu parles d'hypothèque, c'est pour payer la part de la maison que tu rachètes ou tu parles de ton hypothèque pour tes logements? Parce que je ne suis pas trop sûr, sinon de comprendre l'effet de levier dans ce cas-ci. » Donc là, il m'expliquait toute l'histoire avec son ex, je vous l'épargne. Il me répondait, avec le profit et après l'impôt, je pourrais payer à 100 % l'hypothèque de la maison où il reste en ce moment et être propriétaire seul. Ce qu'il dit, c'est par contre que son cerveau d'investisseur immobilier, le calcul qu'il a fait qu'il y a beaucoup d'équité qui dort de cette façon-là, qu'il n'y a pas un bon rendement sur cette équité-là. Donc, je vous mets ça dans mes mots. S'il rembourse son hypothèque, bien, il va y avoir beaucoup d'équité, la marge hypothécaire notamment, là, qui va être inutilisée, puis pour lui, laisser dormir cette équité-là, bien, ça ne rentre pas dans la tête. C'est pour ça qu'il hésite à investir l'argent plutôt que de rembourser son hypothèque. Il dit que l'effet de levier qu'il a utilisé lui a permis de faire fructifier énormément sa valeur dans les dernières années. Puis peut-être que c'est plus aussi efficace en ce moment à cause que les taux étaient plus élevés lorsqu'il m'a écrit. Je répondais que la question pour moi se réglait simplement d'une façon mathématique en incluant toutes les déductions possibles dans l'immobilier que je disais qu'il connaissait mieux que moi là, et les rendements moyens de la bourse de 7 % raisonnablement. Voici les questions à se poser. Est-ce que tu penses pouvoir battre le pourcentage d'intérêt de ton hypothèque de 7 % avec le marché boursier? Personnellement, et ce n'est pas un conseil, je répondrais non, parce que 7 % sur le marché, ce n'est pas assuré. Alors que de rembourser une dette de 7 %, ben c'est assuré. Là. Il n'y a aucun produit qui te promet 7 %, donc c'est un excellent produit de rembourser cette dette-là. Même chose pour l'immobilier. Est-ce qu'avec l'effet de levier, tu penses pouvoir faire plus que 7 % de rendement total en incluant les paiements de l'hypothèque, la prise de valeur et le cash flow? Ici, je ne peux pas répondre, mais si la réponse est oui, peut-être que d'investir. Avec l'effet de levier, c'est mieux dans ce cas-là. Puis enfin, ma dernière question, qu'est-ce qui lui permettrait de mieux dormir dans tout ça? Il dit non, je ne pense pas pouvoir battre 7 % même en immobilier en ce moment. J'ai donc dit, donc tu as ta réponse, je pense. Comme tu dis, si tu es discipliné et que tu investis ensuite tes économies d'hypothèque sur le marché boursier, tu n'es pas perdant. Donc, ce qu'il m'avait suggéré plus tôt, c'est je vais rembourser mon hypothèque rapidement. Et ensuite, mettons qu'il mettait 1 500 $ par mois dans l'hypothèque, bien, il va continuer à mettre 1 500 $, mais il va l'investir directement. Là, il me répondait, si je suis cette logique avec les taux actuels, pourquoi pas dans ce cas-là se concentrer sur les paiements hypothécaires et non sur les investissements? J'y répondais, mon taux fixe à moi est à 4,99 %. Je pense pouvoir faire mieux avec mon CELI en suivant les indices, puis ça ne me stresse pas. Si j'étais dans un compte non enregistré, là, je devrais réfléchir un peu plus. Si mon taux était à 7 %, je pense honnêtement que je rembourserais mon hypothèque. Je suis un peu check-in de nature avec mon argent, même si je ne suis pas stressé avec les actions et le marché boursier. J'ai quand même horreur des dettes. Là, il me répondait « Merci, c'est super éclairant. Au plaisir de jaser d'immobilier bientôt. » Question numéro 2 vient de Kevin. Il me disait « Salut, comment va la session? Merci pour l'information des podcasts. J'ai commencé le balado de planif et je l'aime bien. » Moi et Kevin, on s'était déjà parlé précédemment, bien sûr. J'avais accompagné Kevin aussi parce qu'il m'a appelé par mon prénom dans la question. J'ai réussi à ne pas vous le nommer. Il disait, tu penses quoi des REIT, donc des RET, là, c'est une forme de placement sur le marché boursier qui permet d'investir dans l'immobilier de façon indirecte.
Et il me disait qu'il avait entendu parler de ça sur le planif, justement. Il parlait des dividendes mensuels puis que c'était un peu moins volatile. C'est pas tout à fait vrai, là. Je me disais que ce serait une bonne idée d'intégrer ça dans mon portefeuille pour avoir une certaine diversification, mais j'aimerais savoir ton opinion sur le sujet. Il me dit, si tu connais, est-ce que tu as des suggestions? J'ai vu que Vanguard avait un FNB. Merci. Bon, là, je disais, salut Kevin. Oui, la session universitaire se passe bien. Toi, comment ça va l'investissement autonome, le transfert des avoirs? As-tu des nouvelles du CELIAP? Toutes des choses qu'on avait jasées. Mais pour répondre à sa question, je disais qu'au début, j'avais 5 à 15 % dans un FNB REIT, donc celui de Vanguard, là, je ne me rappelle plus par cœur son nom, parce que les rendements historiques des REITs sont bons et que ça donne une bonne exposition à l'immobilier, ce qui est difficile à avoir avec les actions régulières, dans ma stratégie du moins. Par contre, j'ai compris plus tard qu'avec déjà environ la moitié de mon patrimoine total dans ma maison, l'immobilier représentait déjà 50 % de mes actifs nets. Donc, après plusieurs lectures, je trouvais moins pertinent et plus risqué d'ajouter d'autres œufs encore dans le panier immobilier alors que j'en ai déjà la moitié avec ma maison. Si le marché immobilier crache, en plus de perdre la valeur de ma maison, j'en perdrai avec mes REITs. Même si je comprends bien que certains REITs sont commerciaux ou industriels, là, mais pas tous, donc je trouvais que ça faisait beaucoup d'œufs dans le même panier. Dans mon cas, j'ai donc décidé de ne plus investir dans les REITs. Je ne crois pas que c'est mauvais d'investir un petit pourcentage de son portefeuille dans un REIT si on n'a pas une maison ou si on a une maison qui ne vaut pas plus que 5 à 10 % de notre actif net. Si une personne est en logement, là, ça peut devenir, selon moi, un type de placement intéressant pour avoir une certaine exposition au secteur immobilier. Je dirais peut-être 10 à 15 % du portefeuille, mettons, là, mais ce n'est pas du conseil, bien sûr. J'ai pas magasiné ces FNB-là de REITs là, depuis au moins 2 ans, donc je peux pas dire si les produits Vanguard sont les meilleurs. Il faut aussi distinguer les types de REITs, là, résidentiel, commercial, mix, industriel, etc. Donc, j'ai des excellentes questions et bon mardi à lui, mais je répète, ce n'est pas des conseils. Lisez sur les REITs, voyez si ça peut être quelque chose d'intéressant dans votre stratégie. Si vous hésitez, consultez un professionnel. Les 2 dernières questions proviennent de Marie-Ève. Donc, sa première, c'est « Salut, j'écoute tes podcasts en faisant ma course quotidienne. » Elle disait qu'elle partait très loin et qu'elle avait une littératie vraiment inexistante au niveau des finances. Elle avait donc une petite question sur Desjardins. Donc, elle disait qu'elle était à l'étape de se payer avant de payer le reste, donc de se payer en premier. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle devait comprendre du produit qu'elle m'a mis l'image, là, je vais vous le dire après. Donc, en gros, ça disait, c'était en 2023, là, c'était écrit une promotion pré-CELI. C'était 5,15 % qu'on promettait, puis l'échéance était le 4 janvier 2024. Donc, sa question, c'est est-ce que l'intérêt de 5,1 % ça va être d'ici le 4 janvier? Elle me demandait donc si je place 1 000 $ maintenant, en janvier, je vais avoir 1 051 $. Donc, je disais, salut Marie-Ève, d'abord merci, pas merci, mais bravo de prendre en main tes finances. Quand moi, je ne connaissais rien à ça, je n'avais pas le goût de m'y intéresser, puis c'est la même chose pour plusieurs personnes de mon entourage. Donc, admettre qu'on ne sait rien et commencer à la développer, c'est déjà le premier pas à faire. Là. Donc, laisse-toi des chances et bravo. Pour sa première question, le produit qu'elle me partageait, c'est une promotion temporaire pour un compte CELI. Donc, tu as 5,15 % de rendement jusqu'en janvier, mais c'est un rendement annualisé. Tu dois donc ramener ça sur 12 mois et calculer le nombre de mois restants. Donc, 5,15 divisé par 12, ça donne à peu près 0,43 % de rendement par mois. L'échéance du 4 janvier, c'est pas là que tu reçois les rendements, c'est juste la fin de la promotion. Donc, au moment qu'elle m'a écrit, je disais qu'il restait 3 mois pour profiter de ce produit-là. Donc, fin octobre, ça mettait 1 000 $, elle allait chercher 4,30 $, donc 0,43 % de rendement. Elle se retrouvait à 1 004,30 $. Fin novembre, on ajoutait 4,32 maintenant en rendement composé. Donc, on était à peu près à 1 009 $. Et fin décembre, on ajoutait 4,34 $ et on était à peu près à 1 013 $. Donc, début janvier, lorsque la promotion va prendre fin, son 1 000 $ était rendu à 1 013 $ environ. Elle avait donc gagné 13 $ en 3 mois. Puis je disais que c'était à ce moment-là que le magnifique compte tombait probablement autour de 1 % de rendement annualisé. Puis la plupart des gens laissent ensuite dormir leur argent-là dans un CELI parce qu'ils ne connaissent pas mieux que ces produits-là. Donc, je disais, si tu souhaites quelque chose de stable, que ton capital est sensiblement protégé, bien, il existe des FNB comme Cash.to. C'est peut-être un peu compliqué pour elle pour le moment, là, mais je disais que c'est un produit qui peut être intéressant à regarder. Et ça offre 4-5 % là, en ce moment, au moment d'enregistrer, et pas juste pendant 3 mois. Donc, un compte épargne ou un CELI avec la caisse ou la banque, c'est le pire move selon moi, sauf si tu as besoin de l'argent dans 3-6 mois. Et même là, il existe mieux en ce moment comme produit, même si c'est à court terme que tu as besoin de ton argent. Deuxième question de Marie-Ève, donc la 4e question pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était, elle me dit qu'elle avait un rendez-vous avec son conseiller financier parce qu'elle croyait comprendre que son rendement
de ses REER et de 1% depuis 8 ans. Elle disait qu'elle n'était pas certaine de bien interpréter, ce qui l'amenait à sa troisième question, donc à sa deuxième question plutôt. Elle me demandait, quand tu parles de rendement qui devrait être autour de 6-8% sur 10 ans en moyenne, comment on fait pour savoir si notre rendement est bon au final? Parce que dans certains podcasts, elle a compris aussi qu'il pouvait y avoir des baisses de 10-20%, donc elle était un peu mêlée. Elle me disait, tu vois que je pars de loin, je ne savais pas vraiment c'était quoi un actif et un passif. Maintenant, je comprends presque c'est quoi une action. Merci beaucoup et beau travail, vous êtes inspirant. Donc, merci Marie-Ève. Pour ta question de 1% de rendement sur 8 ans pour ton REER, ça dépend de ton profil, mais je peux te confirmer que depuis 8 ans, tu donnes plus d'argent à ton conseiller et son institution que toi, tu en as gagné. Là. Donc, tu dois payer des frais de plus de 2%, puis tu as fait 1% de rendement. C'est insensé, selon moi. Mis à part 2022, il y a un petit crash de 3 mois en 2020. Les 8 dernières années, là, 2015 à 2023, au moment de répondre, c'était probablement dans le top 3 des meilleures périodes boursières de l'histoire. J'ai jamais vu de rendement aussi bas avec toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui étaient dans des fonds communs comme toi. Difficile pour moi d'aller plus loin là, parce que je n'ai pas tous tes chiffres sous les yeux, mais bon, j'y souhaitais une bonne rencontre avec son conseiller, de ne pas hésiter à magasiner si les réponses qu'elle recevait ne lui plaisaient pas. Et je la remerciais d'écouter le podcast, puis je lui souhaitais une bonne fin de journée. J'y avais réécrit quelques jours plus tard parce que j'ai dit, en passant, là, de ne pas prendre ça comme un ton de reproche envers toi pour le 1% de rendement. J'ai disais, pas grave, là, c'est pas de ta faute en fait si c'est un rendement de marde là, depuis 8 ans. Je disais juste qu'elle commençait à s'éduquer puis c'est bien correct, mais je trouvais que c'était du vol là, d'avoir fait perdre à quelqu'un ces 8 belles années de rendement potentiel-là. Puis j'étais fâché après le système, là, puis pas du tout après elle. Il manquait une partie de la réponse aussi. Quand on dit rendement moyen de 6-8% sur 10 ans, ça se peut qu'il y ait des années à moins 15, moins 20. C'est le rendement moyen si tu ne retires pas ton argent. Puis si tu n'investis rien, là, c'est sûr, si tu cotises pendant 8 ans, puis tu cotises à des moyens, c'est plus bas, ben, tu vas faire un meilleur rendement que le rendement moyen. Si tu cotises à des moments où c'est plus haut, ben, ça va être l'inverse. Donc, au total, il peut y avoir sur 10 années des 3%, 24%, 16%, moins 8, moins 22, plus 32. Au total, ça fait une moyenne sur X années ou historique de 6-8%. C'est pas 6-8% à chaque année. Donc, merci aux personnes auditrices qui m'ont inspiré avec des questions au cours des derniers mois. On se refait ça dans un mois ensemble. Je vous remercie encore pour le soutien et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao!